Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire la correction du sujet d'examen BEP. Donc, c'est le sujet qui est tombé en 2011 et donc c'est le EP1 du BEP électrotechnique et énergie et équipement communicant. Donc, vous avez donc c'est un sujet qui dure 3 heures, donc je vais la faire en plus court bien sûr. Donc ça concerne bien sûr une station de levage de camion, donc il y a un éclairage qui est à faire. Alors je vais partir, ce que je vais faire, j'ai récupéré directement le dossier corrigé et en fait je viens expliquer le dossier. Donc le mieux c'est de le faire avant et ensuite de venir voir la correction. Ou alors vous pouvez faire dans l'autre sens, c'est-à-dire regarder la correction et voir d'où ça vient, d'où viennent les résultats. Mais ce sera moins, vous saurez moins où vous en êtes en faisant cette technique-là, mais vous irez plus vite. Voilà. Donc je commence directement par le corriger. Hop, ok. Alors, donc je reviens au début. Voilà, donc en gros, bon, vous lirez un petit peu la présentation. On veut justement, donc on est électricien habilité. Donc bon, je ne vais pas tout lire. En gros, vous partez de Paris, vous allez sur un chantier avec votre véhicule. Et donc, dans un premier temps, vous allez identifier le chantier, ensuite, après, vous allez préparer la réalisation. Dans un troisième temps, vous allez fixer les projecteurs et après, vous allez vérifier le dimensionnement de la nouvelle installation. Donc, identification du chantier. À l'aide du dossier technique ressources, pages 2 sur 18 et 3 sur 18, indiquez les différents types de plans mis à votre disposition. Cochez là où les réponses adéquates. Donc moi je vais justement sur la page 2 et 3 de mon document réponse. Et donc sur la page 2 et 3, voilà. Donc là on voit toujours la page 2 sur 18, voilà. Donc on voit qu'on me donne le plan d'accès. Et ici 3, on me donne le plan de situation. Donc tout simplement ici j'ai coché plan, enfin c'est déjà coché. Le plan de situation et le plan d'accès. Voilà. Ensuite il demande de donner le nom de la ville et l'adresse voilà, du chantier. Donc vous aviez ça au début, en fait, tout simplement l'entreprise ici se situe, voilà l'adresse. Donc tout simplement vous marquez l'adresse. Ça c'est des questions bateau en fait il y a toujours dans chaque sujet il y a des questions comme ça un petit peu où il faut lire tout simplement le sujet avant. Donc là je vous la donne directement, mais vous voyez il y a vraiment juste à lire le sujet. Je vous conseille aussi dans un premier temps de lire vraiment les questions, toutes les questions et de surligner euh, les informations qui vous paraissent importantes, ça va beaucoup plus vite. Donnez la durée approximative du chantier pour aller justement sur le chantier. Donc là, en fait, vous voyez sur ce document-là, on donne les durées de transport. Et vu qu'on part de Paris, eh bien, il faut 45 minutes, puisque finalement, ici, on voit bien que vous êtes voilà, en région parisienne, porte de la Chapelle. Donc vous marquez ici 45 minutes. Situer l'orientation de la zone de transport par rapport au pignon du bâtiment. Réponse sud-ouest. Alors pourquoi sud-ouest? Parce que finalement vous voyez quand vous voyez le bâtiment ici, et donc vous voyez ici il y a une rosace, et donc on est bien par rapport au bâtiment, on est au sud-ouest, voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez, alors je vais assez vite, hein, vous pourrez me reposer des questions hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Relever les caractéristiques de la ligne d'alimentation générale. Donc vous allez être sur le DTR, document technique et ressources, page 5 sur 18. Donc ici, voilà, 5 sur 18, j'y suis. Alors je vais le tourner dans l'autre sens. Voilà. Et on vous demande finalement les caractéristiques. Donc type d'alimentation. Vous voyez ici l'alimentation, c'est marqué là. Donc l'alimentation c'est du 3 fois 400 volts plus neutre plus protection équipotentielle. Donc voilà. La puissance 12 kW. La section 4 mm². Et ici le dispositif différentiel de courant résiduel DDR est de 300 mA. Donc 300 mA, voilà, la protection différentielle est de 300 mA.
Alors on va le voir ensuite, qu'est-ce que c'est la protection différentielle, on va le voir juste après. Donner la signification de RSTNPE. Voilà. Donc R, vous voyez ici en fait c'est marqué là, RSTNPE. Tout simplement c'est la phase 1, phase 2, phase 3. Hein. Déjà les trois premiers c'est ça. Phase 1, phase 2, phase 3. Donc vous voyez bien, phase 1, phase 2, phase 3, neutre et protection. Alors électrique, moi c'est vrai qu'en général, PE c'est plutôt protection équipotentielle, même potentiel, la Terre. Enfin, c'est la Terre en fait, c'est le conducteur vert jaune. Ensuite, quelle est l'utilité du DDR? Donc le dispositif à courant différentiel résiduel protège contre les défauts d'isolement associés à la prise de terre. Donc en fait vous avez si vous avez un défaut d'isolement, la carcasse métallique finalement et la phase touche la carcasse métallique, et bien vous avez en fait les masses métalliques sont reliées à la terre, et donc finalement cet appareil permet de faire la différence entre ce qu'il envoie vers le circuit et ce qui revient vers lui. Et donc s'il voit une différence qui est supérieure à 300 mA, eh bien, il disjoncte. D'ailleurs, si justement la question d'après, c'est indiquer la plage de déclenchement du DDR. Son déclenchement s'effectue entre 150 mA et 300 mA. Donc, en fait, il peut déclencher toujours. Le maximum, c'est, on va dire, la valeur de sa sensibilité. Ça, c'est la sensibilité. Et le minimum, c'est finalement la moitié. Voilà, c'est entre la moitié et la valeur normale de sensibilité. Déterminer dans quel TGBT, donc tableau général basse tension, seront raccordés les projecteurs. Donc la réponse est TGBT2. Alors vous voyez, il donne directement la page, c'est la page 4/18. Donc je retourne à ma page 4/18. Voilà, la page 4/18, on voit bien ici, voilà, le TGBT1, hop, on part par là. Ensuite, on va alimenter le TGBT2. Et en fait, les trois projecteurs sont alimentés ici. Donc nous, l'objectif, c'est de venir raccorder ces trois projecteurs. Et donc, on voit bien qu'ils sont raccordés sur le TGBT2. Voilà. Ensuite, donc ils demandent, donc ils disent, voilà, on a trois projecteurs. Non, ils disent pas 3 d'ailleurs, mais on voit bien sur le dessin qu'il y en a 3. Et donc c'est voici la référence. Et bien finalement le bureau d'études impose de placer un projecteur par phase. Bon, on imagine qu'il y a 3 projecteurs hein, vu qu'il y a 3 phases. Indiquer le type de culot et la source conseillée par le projecteur. Donc là on regarde DTR page 12/18. Donc on y va. Hop, 12/18, c'est là, voilà. Et donc il dit, voilà, c'est finalement ce modèle-là, donc le 400 watts. Donc on voit bien ici, c'est celui-là. C'est le symétrique. Voilà, c'est bien celui-là. Donc on demande finalement le culot, le type de culot. Et bien le culot, c'est le E40. Donc vous marquez E40. Ensuite la source, et bien vous marquez ici source conseillée. Donc vous en avez 3. Vous pouvez marquer, finalement, il ne demande qu'une seule source, donc vous pouvez marquer soit la première, soit la deuxième, soit la troisième. Ensuite, préciser la tension nominale des projecteurs. Donc tension nominale, c'est marqué juste ici, voilà, tension 230 volts. Ensuite, calculer l'intensité absorbée par le projecteur. Donc en fait ici, on prend la puissance de 400 watts, le cos phi de 0,98. Et donc la formule, c'est vu qu'il n'y a qu'une seule phase, c'est P égale UI cos phi. Donc I égale P divisé par U fois cos phi. Donc du coup, vous faites le calcul et vous trouvez 1,77 ampères. Vous voyez bien, donc là c'est 400 watts, là c'est 230 volts. Et après le cos phi, justement, c'est le facteur de puissance qui est donné, donc pas de souci à mon avis pour le calcul. 1,77 ampères, voilà, vous marquez bien les unités à chaque fois. Indiquer le nombre le plus judicieux de projecteurs à installer, on cherchera à respecter au mieux l'équilibrage des phases. Forcément 3.
Donc ensuite, justifiez votre réponse. Pour avoir un réseau triphasé équilibré, nous devons installer 3 projecteurs, un sur la phase R, un sur la phase S et un sur la phase T. Ensuite, le bilan des puissances, donc en fait on sait qu'on a 400 watts par projecteur, donc du coup ici le total ça fait eh bien 1,2 kW. Hein. Ensuite, voilà, on a toujours la même intensité sur chaque phase. Voilà. Ensuite, déterminer la longueur des différents câbles de l'installation à réaliser. Alors, vous avez donc le premier L1. Alors, on va retourner finalement sur la page 4. Hop, voilà. Vous avez ici L1. Pour aller justement ici, on a comme longueur de câble, on a en fait ici, vous voyez 6 mètres. Donc ici, en fait, on a pris 6 mètres. Voilà. Ensuite, pour le deuxième, eh bien, il faut 6 mètres plus 5 mètres. On ne peut pas évidemment repartir ici et se repiquer là, puisque nous, il faut que chacun se branche sur une phase. Donc on est obligé à chaque fois de repartir du tableau. Voilà. Donc vous avez 6 plus 5, et puis pour le 3, vous avez 6 plus 5 plus 5. Voilà. Donc 6 plus 5 plus 5. En fait, vous faites le total, ça fait 33 mètres. Voilà. Ensuite, précisez la dénomination et le code du produit du câble à employer pour relier les projecteurs. Alors, DTR 10/12, on y va. Hop. Je suis allé trop loin. C'est ici. Donc là, vous avez, eh bien, c'est le nom du câble, c'est un U1000R2V. Donc ici, la dénomination, c'est U1000R2V. Et le code du produit, eh bien, nous, on sait que, donc vu que c'est un circuit éclairage, on a du 1,5 et donc finalement on a la Terre. Là en fait cette colonne là c'est 100 vert jaune et là 3 conducteurs avec vert jaune. Donc nous on veut avec vert jaune et vu que c'est de l'éclairage du 1,5 donc on prend c'est du R2V 494. Donc ici R2V 494. Indiquer la signification des symboles correspondant à la dénomination du câble choisi. Donc là, on va sur la page 11/18. Hop. Et donc, on voit bien que notre câble commence par U. Vous voyez, c'est un U1000R2V. Donc U, ça veut dire, c'est un câble faisant l'objet de la norme UTE. Donc vous voyez bien, vous dites tout simplement U, c'est UTE. 1000, c'est 1000 volts. Vous voyez ici, tension nominale 1000 volts. Donc, vous marquez 1000 volts. Ensuite, R, tout simplement, vous allez ici, c'est polyéthylène réticulé. Donc ici, âme rigide. Alors pourquoi c'est pas absence de lettres? D'accord, donc en fait, ici, vous avez absence de lettres. Donc vous marquez âme rigide. Ensuite, cuivre. Ici, pareil, absence de lettres. Donc vous marquez que c'est du cuivre. Ensuite, polyéthylène réticulé, puisque ici, on a la lettre R. Ensuite, gaine de protection épaisse, puisqu'on a O comme aucun bourrage. Alors attendez, que je me perds pas. Gaine de protection épaisse. R, O, donc on n'a pas de bourrage ne formant pas gaine. Et ensuite, alors, R, pardon, on a 2, c'est pas OV, c'est 2. Donc 2, ça fait tout simplement gaine de protection épaisse, c'est bien ça. Ensuite, R2V, voilà, tout simplement. Là, ici, ensuite, on a le V qui veut dire PVC, et le câble rond, qui est ici finalement quand on a une absence de lettres. Vous voyez, donc vous avez finalement, vous arrivez juste à lire le document et trouver rapidement ce que vous avez besoin. Indiquez la longueur de couronne de câble que vous allez emprunter sur le site. Donc en fait, nous on a besoin de 33 mètres. Donc le plus adapté c'est 50 mètres, il ne faut pas prendre moins 25 mètres puisqu'on va manquer de câble, voilà tout simplement. Interrupteur crépusculaire.
parmi les technologies d'interrupteurs crépusculaires proposées, lequel devez-vous installer? Alors, référence constructeur. Donc justement, nous, on va regarder ce qu'on peut installer sur le DTR 14 et le 318. Alors, on va regarder déjà sur le 14. Voilà. On sait qu'on a justement donc interrupteur crépusculaire, on en a 2, 3, on en a 2. Un qui est standard, donc le 20, qui termine par 23, un qui est programmable, qui termine par 26, et puis l'interrupteur, la cellule en fait qui vient capter finalement si la lumière, indiquer s'il fait jour ou pas, qui est là. Donc nous, lequel des deux on va choisir? Eh bien, on va peut-être avoir la réponse sur la page 3 sur 18. 3 sur 18. Voilà, nous on veut qu'il soit finalement programmable. Nous ici, en fait, les plages de horaires seront programmées. Voilà, donc il y en a un qui est standard, qui s'allume quand finalement il fait nuit. Nous on veut que voilà, ce soit programmable. Donc on va prendre plutôt le deuxième. Vous voyez, c'est le programmable ici. Voilà, donc c'est pour ça que ça termine par 26. 26. Indiquez le critère de justifiant votre choix, parce qu'il est programmable tout simplement. Et donc pour cet interrupteur, une intervention est-elle nécessaire lors du passage entre l'heure d'été et l'heure d'hiver? Eh bien non, puisque le passage se fait automatiquement. Quand on regarde ici, finalement, dans la documentation, il y a marqué passage heure d'été, hiver, automatique. Voilà. Souvent c'est de la lecture. Donc ici, tracer le chronogramme des plages horaires de l'éclairage, tout simplement du lundi au vendredi, vous mettez, voilà, vous avez la réponse page 3 sur 18. Si je retourne page 3 sur 18, vous avez ici, voilà, les plages horaires qui sont indiquées là. Du lundi au vendredi, donc c'est ces horaires-là. Et puis le samedi, c'est ces horaires-là. Donc voilà, tout simplement, vous mettez on-off. Voilà. Ensuite, ici, indiquer les deux moyens de programmation proposés par le constructeur. Eh bien, la programmation directe, c'est marqué, donc encore page 14. On y va ici. Vous avez donc le mode de programmation, c'est soit on programme directement sur le clavier, donc en fait on est ici, on a un petit clavier, on programme directement les heures, ou alors à l'aide d'une clé de transfert de programme. Voilà, il donne la référence et la page du catalogue pour la clé de transfert de programme. Voilà, donc ici vous marquez voilà, les deux moyens de programmation proposés par le constructeur. Combien de sorties possède l'interrupteur crépusculaire digital? Peut-il être lié directement au projecteur sur notre installation triphasée? Donc combien de sorties il a? Alors on va regarder, vous voyez, ici il est alimenté notre interrupteur donc, entre phase et neutre. Et donc là en fait il a une sortie qui va allumer la lampe. Donc le souci c'est que nous on a trois lampes en fait, on a trois projecteurs. Donc du coup, il va falloir. Est-ce que, comment dire, peut-il être lié directement au projecteur? Bien non. Nous, si en fait ici on met les trois lampes à la suite, là on peut les mettre en parallèle. Finalement, nous, ça va être sur la même phase. Donc ça va poser problème, parce qu'on veut que ce soit équilibré, on veut que ce soit réparti sur les trois phases. Donc du coup, justifiez votre réponse, voilà, c'est ce qu'ils disent. Le bureau d'études impose de positionner un projecteur par phase. Donc indiquez le nom et la référence de l'élément intermédiaire à installer. Alors il donne directement la page, donc 13 sur 18. Alors le nom de l'élément installé, c'est un contacteur de puissance. Finalement, le contacteur de puissance, il va nous permettre de pallier au problème de cet équilibrage là. Donc on a, alors il donne il demande la référence, donc en fait nous, il faut que ce soit, eh bien il faut qu'il y ait les trois phases plus neutre, donc ça fait un tétrapolaire, en fait c'est pas un bipolaire, c'est un tétrapolaire, 4 pôles,
Et donc ici, vous voyez, on a quatre, on va relier finalement nos nos trois projecteurs directement dès que finalement il sera l'heure, et bien et qu'il n'y aura pas assez de lumière, et bien du coup ici la bobine s'alimentera et viendra fermer nos contacts pour alimenter nos trois lampes. Donc on aura bien des contacts à fermeture, vous voyez, on a un type de contact à ouverture ou à fermeture. Nous c'est des contacts à fermeture, ils vont bien se fermer. Voilà. Donc ici c'est voilà, c'est pour ça qu'il y a cette référence. Donc indiquer, alors on va le voir plus tard sur le circuit, vous verrez un petit peu le fonctionnement. Je vous expliquerai plus tard. Ensuite, indiquer l'indice de protection et l'indice de l'IP et l'IK du détecteur de luminosité photoélectrique et leur signification. Donc, IP. Alors, vous allez page 14 sur 18. 14 sur 18, donc on y était tout à l'heure. Et voilà, sur la cellule, justement la cellule photoélectrique, hein, ils disent là. Donc cellule photoélectrique, elle est ici. Et donc l'IP et l'IK, vous voyez, c'est un IP65 et IK07. Donc ici, vous avez IP65 et IK07. Qu'est-ce que ça veut dire? IP, c'est l'indice de protection. Donc le premier chiffre, le 6, alors, vous allez page 16 sur 18. Hop. Vous avez, voilà, ça indique ici finalement l'indice de protection. Donc l'indice de protection, le premier chiffre, c'est la protection contre les corps solides. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus on a un chiffre élevé ici, plus on est protégé. Donc vous voyez, au début, on est protégé contre, par exemple, voilà, les corps solides supérieurs à 12 mm, et au fur et à mesure qu'on augmente le chiffre, on est de plus en plus protégé contre les petits corps solides. Donc ici, c'est étanche à la poussière pour le 6. Vous voyez, étanche à la poussière. Et pour le 5, le deuxième chiffre, donc en fait c'est la protection contre les liquides, et donc le 5, ça veut dire protéger contre les jets d'eau de toute direction à la lance. Vous voyez, on va indiquer ici ce que ça veut dire. Et IK, c'est la protection contre les chocs mécaniques. Donc ici, nous, vu qu'il est protégé avec le code 07, c'est 2 joules de force, donc en fait il est protégé contre un choc de 2 joules. Voilà, il est suffisamment solide pour supporter ce choc. Donc, voilà. Comparer l'IP et l'IK du détecteur de luminosité, c'est une photoélectrique, avec la contrainte imposée par le bureau d'études. Donc on retourne page 3 sur 18. Hop, voilà. Et donc du coup on voit que la page 3 sur 18, c'est celle-là. Et bien ici le matériel installé doit être de classe IP65 et IK07. Donc on voit bien que c'est conforme, oui il convient, parce que c'est exactement ce modèle-là. Donc c'est bon. Après s'il avait une protection encore plus grande, il serait encore adapté. Par contre, s'il avait une protection plus petite, il ne serait pas adapté au minimum que l'on veut. Ensuite, donc il demande ici de dessiner là où on va installer ce détecteur de luminosité. Bien sûr, ne l'installez pas juste à côté des projecteurs parce qu'il risquerait finalement d'éclairer la lumière et donc du coup de s'éteindre puisqu'il y a suffisamment de lumière. Il vaut mieux l'installer sur l'autre façade. Voilà. Ensuite, donc ici, il demande les références des appareils dans le tableau. Donc, disjoncteur de protection de l'éclairage. Donc ici, vous allez, alors vous voyez, c'est indiqué page 13 ou page 15, donc on y va. Voilà, donc là on est page 13. Donc le disjoncteur, justement, nous, ça va être bien sûr un tétrapolaire, puisqu'il y a 3 phases et un neutre. Donc ici, vous avez alors un courant de 6 ampères. Ça suffit largement. Nous, on a vu qu'on avait 1,77 par phase. Donc ça suffit largement. Vous avez ici donc la référence soit auto et vis, soit vis et vis. Ça dépend ce que vous voulez en entrée et en sortie. Vous voyez ici deux types de connexions. Vis-vis, arrivée haute et sortie basse par borne à vis. Ou alors auto-vis, arrivée haute par borne auto et sortie basse par borne à vis. Vous voyez, ça dépend ce que vous voulez. Si vous en voulez l'arrivée en haut et la sortie en bas, ou si vous voulez
l'arrivée en haut et la sortie en haut aussi avec des vis. Voilà. C'est toujours sortie basse d'ailleurs, je me suis trompé, non, c'est toujours là sortie basse. C'est juste si vous voulez des connexions automatiques en haut. Voilà, c'est ça. Pardon. Ensuite, vous avez donc voilà, vous marquez la référence ici. Vous pouvez mettre l'un et l'autre. En fait, c'est une bonne réponse. Disjoncteur de protection de l'interrupteur crépusculaire. Donc nous, l'interrupteur crépusculaire, vous voyez, c'est celui-là, hein, l'interrupteur crépusculaire. Donc il est entre phase et neutre. Donc on va prendre un disjoncteur uni plus neutre. Voilà, phase neutre, tout simplement, 230 volts. Et donc ici, c'est un voilà, c'est cette référence là, vous voyez, ou la référence d'après aussi, 61. Et donc ici 1 ampère, nombre de modules, c'est la place qu'il prend en fait là dans le tableau. Donc il prend 3 modules. Le premier, donc vous voyez ici, on voit le nombre de modules, c'est indiqué là, 3 modules. Voilà. L'interrupteur crépusculaire, donc nous, la référence était déjà donnée, mais par contre il demande le nombre de modules. Donc ici, l'interrupteur crépusculaire, ici, il prend 2 modules. Donc vous marquez 2 modules. Ensuite, la cellule photoélectrique, bien sûr, elle n'est pas dans le tableau. Donc elle ne prend pas de module, mais par contre la référence, c'est bien celle-là. Et donc vous allez la retrouver ici. Et le contacteur de puissance, on l'a vu tout à l'heure, on a mis la référence. Le courant nominal, il est de 25 ampères. Donc 25 ampères. Et nombre de modules, 3. Alors moi j'ai trouvé, là il y a une erreur je pense. Puisque moi, pour moi, le nombre de modules, il est de 2. Voilà. Donc mettez 2. Pour moi, c'est une erreur à mon avis sur la correction. Ensuite, quel branchement préconisez-vous pour l'alimentation de vos projecteurs? Eh bien, entre chaque phase et le neutre, ou en étoile avec neutre sortie. Alors moi je pense que vous allez regarder après sur le branchement, et en fait voilà, vous allez les brancher finalement comme un branchement étoile. En fait, vous allez prendre le neutre en commun, et puis tous les neutres vont être accordés ensemble, et puis un projecteur par phase. Voilà, tout simplement. Donc, la présence du conducteur neutre est-elle nécessaire? Oui. Oui. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'ils sont alimentés en 230, hein, donc forcément, pour moi, tout simplement, il faut les alimenter en 230, donc c'est obligatoire. Pour moi, c'est pas la réponse, c'est pas que les projecteurs restent sous tension, même en cas de déséquilibre. Voilà, donc moi après sur les sujets comme ça qui sont corrigés, alors j'ai peut-être faux, hein, mais je pense que faut aussi garder un esprit assez critique, et donc si vous avez une autre réponse, ou si vraiment vous trouvez que je me suis trompé, n'hésitez pas à me le dire, parce que voilà, moi je pense pas avoir forcément toujours la bonne réponse, hein, ça arrive de se tromper, heureusement. Voilà, bon ici on vous demandait en fait finalement de raccorder les appareils, donc c'est là qu'on va vraiment voir. On alimente ici en 3 phases et le neutre. On alimente notre contacteur qui lui va venir s'ouvrir, va venir se fermer pour alimenter nos 3 projecteurs. Voilà. Alors ici d'autre part on alimente notre disjoncteur qui protège notre interrupteur crépusculaire, donc lui il est alimenté en phase neutre, et aussi donc finalement voilà, il est alimenté sur un contact qui vient en fonction de l'heure et en fonction de la lumière extérieure qui est raccordée là, se fermer quand justement eh bien il est l'heure et en même temps il n'y a pas assez de lumière dehors. Hop, il vient alimenter la bobine du contacteur entre A1 et A2. Et dès que entre 1 et 2 c'est alimenté, et bien du coup nos projecteurs sont alimentés. Alors moi personnellement, j'aurais mis le retour ici sur le A1, et A2 je l'aurais mis en bleu à revenir ici. Après c'est un choix, mais ça marche dans les deux sens, mais voilà. Voilà, ensuite, alors là c'est une partie qui est un petit peu plus finalement concerne plus la mécanique.
Donc c'est comment fixer nos projecteurs. Donc en fait ici ils disent voilà de regarder le diamètre des trous qu'il faut percer. Donc en fait voilà ces trois trous là. Donc ils sont déjà percés, mais nous en fait finalement on va mettre une entretoise qui a une hauteur finalement ici qu'on va déterminer tout à l'heure. Et bien tout simplement, vous voyez, il y a des rondelles de part et d'autre, et puis il y a des boulons et des vis. Donc voilà, pardon, des écrous et des vis, ne pas confondre. Voilà. Donc ici, il demande finalement les diamètres de perçage des trous. Donc vous allez sur le DTR 17. Alors, on va à page 17. Donc vous avez les trous, vous voyez ici là, sont à 8,5. Voilà, sont de 8,5 mm forcément. Et donc le diamètre de vis, ben, pour que la vis passe dans les trous, eh bien on va pas prendre une vis plus grosse forcément, il faut qu'elle soit plus petite. Donc c'est ici quand vous regardez toutes les vis, voilà, vous avez des vis. C'est le diamètre, ici c'est du M8. Après la longueur on verra. Voilà, et donc déterminer la référence de ces rondelles. Donc les rondelles, ici forcément si vous avez une vis, vous avez des rondelles de chaque côté. Vous prenez de la M8, hein, puisque finalement nous on a pris une vis M8. Et donc vous voyez, ici vous avez la référence, c'est la RP 8,4, 18, 1,5. Voilà. Et vous en avez 6, vous voyez, on a là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 de chaque côté, 3 trous. Voilà. Ensuite, il vous demande de dessiner la vis. Donc, vous dessinez la vis, tout simplement, en rouge. Voilà. Ensuite, vous voyez, ça peut rapporter des points de faire les choses comme ça. Même si c'est pas parfait, vous faites au mieux. Ensuite, ici, il demande de calculer la longueur de l'entretoise. Donc, en fait, on voit que la hauteur est de 40. Donc, tout simplement, l'entretoise est de 40. Vous voyez, on la voit mieux peut-être ici. L'entretoise elle est là, donc finalement on a un support qui est comme ça, et donc ici on vient mettre une entretoise pour garder en fait la même hauteur, voilà, donc l'entretoise doit être de la même hauteur, et on voit bien qu'ici, voilà, la hauteur est de 40. Et relever la valeur de l'anthrax entre les perçages permettant de fixer la plaque. Donc en fait vous voyez l'anthrax entre les la cote entre les deux perçages, et bien elle est de 100. Voilà. Vous marquez 100. Ensuite, vous avez, voilà, vous demande de faire le croquis, donc vous mettez le croquis avec le diamètre de perçage, etc. Il demande ici cocher la case correspondante à l'outil pour positionner horizontalement les perçages. Donc le niveau à bulle, forcément, ça c'est donné. Ensuite, donner la référence des presses et toupes à utiliser et le diamètre de filetage AG. Donc 18 sur 18. Voilà, vous avez les presses et toupes qui sont là. Et donc nous, notre câble, en fait, voilà, le câble d'alimentation de diamètre 12,5 mm du projecteur doit traverser la tôle, et donc justement pour assurer l'étanchéité, un presse et toupe sera mis en place. Donc ici 12,5 mm, ça c'est le diamètre de notre câble. Il faut qu'il passe dans le presse et toupe. Donc pour passer dans le presse et toupe ici, vous avez le diamètre ici, donc vu qu'il fait 12,5, avant on pouvait pas, et là hop, ici on peut accueillir des diamètres entre 10 et 14. Donc on va prendre le M20 par 1,5, et donc la référence, voilà, voici. Vous marquez la référence. Et donc le diamètre AG, en fait le diamètre, voilà, ici, c'est là, tout simplement. Ensuite, déterminer le diamètre de l'emporte-pièce qui sera utilisé. Donc forcément, nous, ici, la AG, en fait, vous voyez, c'est le diamètre ici du trou. Donc il doit faire 20. Donc ici, on a un emporte-pièce qui est... donc on peut prendre le 20,5, c'est bon. Et donc, vous voyez, ici, on a pris le 20,5, c'est ça. Ensuite, donner le diamètre du foret à utiliser. Donc en fait, vu que ici, on va percer...
eh bien, le diamètre du perçage, c'est du 9. Voilà, donc vous mettez eh bien, du coup du 9. Et donc vous allez percer forcément du métal, donc vous allez euh, sélectionner l'embout, le forêt métal. Là, c'est plutôt béton et là, c'est bois. Voilà. Donc nous, métallique. Et ensuite, bien sûr, pour visser le presse-tout, vous prenez une clé plate. Voilà. Ensuite, dernière partie, vous faites le calcul des puissances. Donc en fait, on vous demande la puissance totale. Eh bien, vous avez vos 3 puissances qui sont là, donc vous les additionnez. En fait, c'est le total des puissances, tout simplement. Et donc ici, vous avez le total des puissances du général, en fait. Vérifier le bon dimensionnement. Donc en fait, à l'aide du dossier technique, 5 sur 18. Répondez aux questions suivantes. Eh bien, combien de conducteurs dans le câble? Donc ici, vous allez à 5 sur 18. Hop, affichage, horaire. Voilà, donc on est bien sur le document 5 sur 18. Et donc, on vous demande combien de câbles, pardon, combien de conducteurs dans le câble. Donc nous, on voit bien, c'est un 5 conducteurs. En fait, sur l'alimentation, on en a bien 3 phases, un neutre, une terre. Donc, voilà. Présence du conducteur de protection, présent, en fait, le conducteur de protection, c'est la terre, donc vous mettez oui. Section du câble existant, c'est du 4 mm², c'est marqué là, on l'a vu au début. Ensuite, on vous demande de calculer. Donc en fait, voilà, si vous n'avez pas trouvé en haut, il vous donne finalement, il considère que l'installation consomme une puissance de 7,2 kW lors de son fonctionnement. On vous demande de calculer le courant absorbé par le câble si on admet un facteur de puissance de 0,3. Donc le facteur de puissance, c'est bien le cos phi. Donc vous savez tous que P, la puissance en triphasé, est égale à racine de 3 UI cos phi. Donc I est égal à puissance totale divisé par U cos phi racine de 3. Donc vous remplacez vos valeurs. Ici vous avez I égale, donc forcément vous mettez en watts, donc ça fait 7200 watts divisé par 400 volts, U c'est 400. Cos phi on vous l'a donné, c'est 0,3, donc vous marquez 0,3. Et ici, racine de 3, eh bien vous marquez racine de 3, tout simplement. Alors bien sûr, ne pas oublier les parenthèses ici, parce que si vous faites ce calcul-là à la calculatrice, vous n'allez pas tomber sur le même résultat. Donc on est bien 7200 divisé par, entre parenthèses, 400 fois 0,3 fois racine de 3. Et vous fermez la parenthèse. Voilà. Et ça vous donne un courant total de 34,64 ampères. Mettez bien les unités à chaque fois. Ici, donc, on vous demande finalement de regarder, voilà, le câble circule sur le chemin de câble à l'air libre. À partir du courant IT de 37 ampères, vous voyez, on vous redonne à chaque fois, si vous n'avez pas réussi à répondre à la question d'avant, on vous redonne un courant de calcul. Donc ça vous permet en même temps de vérifier votre résultat, des fois ça peut être pas mal, là on n'est pas trop loin. Et sachant que les conducteurs sont en cuivre, choisir la section normalisée du câble avec l'ajout des projecteurs. Donc ici, DTR, on va regarder ça, 10 sur 18. 10 sur 18, c'est celui-là. Voilà, ici on vous dit que finalement c'est à l'air libre. Et donc nous c'est 37, je sais plus combien, 37 ampères. Donc vous voyez ici si on prend du 31, c'est l'intensité admissible. Si on prend une section de 2,5 mm², le maximum qu'on peut admettre c'est 31 ampères. Donc nous on va prendre du 4 mm². Et donc on pourra avoir 42 ampères. C'est bien ça. Voilà, on pourra prendre du 4 mm². Et donc on pourra aller jusqu'à 42 ampères. Donc ici, d'ailleurs voyez bien au passage que pour du fil de 1,5, on peut aller jusqu'à 23 ampères à l'air libre. Et quand c'est en enterré, on peut aller jusqu'à 31 ampères. Voyez. Alors ensuite, eh bien du coup étude de l'interrupteur sectionnaire général. Donc vous voyez ici en fait on vous demande de cocher c'est lequel.
Donc nous on voit bien, il est ici, on voit bien. Donc là vous voyez que c'est le même que celui-là, vous cochez. Indiquer le calibre de l'interrupteur en place. Donc en fait, vous avez 18/18. Voilà. Ici, on vous dit que la référence, elle est de... C'est celle-là, là. Donc on va voir. C'est ici. Non, je n'arrive pas à coucher. Voilà. Ici, donc 63 ampères. Donc on vous demande le calibre de l'interrupteur en place, vous marquez 63 ampères. Alors soit le calibre, c'est toujours en ampères. Voilà, vous marquez en fait c'est le courant nominal. En fait. Et donc vous avez le changement de l'interrupteur sectionneur général est-il nécessaire dans ces conditions? Eh bien non, puisque finalement nous, on consomme, on est large en fait, on consomme 37 ampères, voilà. Et justifié justement c'est ça, l'installation ne nécessite qu'un courant de 37 ampères. Donc l'interrupteur est toujours adapté au courant d'emploi. Voilà. Ensuite, la dernière phase, c'est contrôle de la conformité de l'installation des projecteurs. Donc une fois que l'installation est réalisée et avant sa livraison au client, vous devez, entre autres, vérifier la valeur de la résistance entre toutes les masses des équipements et le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale. Donc, quel est ce type de mesure? Soit, alors vous avez, nous ici, c'est bien une mesure de continuité de la liaison équipotentielle. Donc on va bien voilà, voir en fait, on va mesurer la Terre, en fait tout simplement la continuité de la Terre, si c'est bien relié à. Les masses sont bien reliées à la Terre. Et donc quelle est la grandeur, quel ordre de grandeur est conforme à la norme pour cette mesure? Il faut que ce soit inférieur, plus petit que 2 ohms. Donc sur votre multimètre, quand vous allez le mettre en mode ohmmètre, vous allez justement devoir mesurer une valeur qui est inférieure à 2 ohms. Voilà. Et ici, quel appareil doit être utilisé pour cette mesure? Alors ici, un oscilloscope, non. Un analyseur de réseau, non plus. Un contrôleur d'installation, voilà. Et un VAT, non. Parce qu'un VAT, c'est un vérificateur d'absence de tension. Donc, pouvez-vous, de votre propre initiative, procéder à ce contrôle en qualité d'électricien exécutant habilité B1V? Non. Non, ça doit être fait. Vous n'avez pas l'habilitation. Et donc, identifier les risques sur le chantier. Eh bien, donc voilà, que signifie PPSPS? Voilà, plan particulier de sécurité et protection de la santé. Et donc ici, quels sont les risques encourus sur le chantier susceptibles de figurer sur le PPSPS? C'est le contact possible avec les pièces sous tension supérieure à la très basse tension et les travaux exposant à des risques de chute en hauteur supérieure à 3 mètres. Voilà, voilà tout simplement. Donc bon, j'espère que j'ai pas été trop rapide sur certaines choses ou trop long sur d'autres. Maintenant, voilà, je vous souhaite bon courage. Je vous mets en dessous la description les documents à télécharger. Et puis, ben, n'hésitez pas à me poser des questions, même dans les commentaires, s'il y a quoi que ce soit. Voilà, je suis là pour vous. Bon courage.